bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Merci pour me donner l'honneur de clôturer cette journée qui a été particulièrement riche en débats, en échanges d'idées, dans laquelle les idées ont été mises à l'honneur. Alors, avant de rentrer dans mon propos, je vais préciser que je vais parler avec une double casquette. Ça a été dit, je suis maître de conférence à l'IAE, donc enseignant-chercheur en management. Et je fais partie de l'équipe des ambassadeurs de la communauté des entreprises à mission. Donc je vais parler à double titre en tant que, d'un côté, avocat de la société à mission, défenseur du modèle, et d'un autre côté, ma posture de chercheur qui m'oblige à avoir un point de vue nécessairement un peu plus critique sur le sujet. Donc je m'excuse par avance si ça donne une teneur un peu schizophrénique à mon propos. Donc pour cette keynote de clôture, je voulais partager avec vous des réflexions sur un thème qui m'anime actuellement en lien avec les recherches que je mène, à propos de une des deux grandes transformations que connaissent actuellement les entreprises depuis quelques années. Alors c'est parfaitement subjectif, mais de mon point de vue, les entreprises sont aujourd'hui traversées par deux grands défis qui sont plus saillants que d'autres. Le premier, c'est celui de l'irruption de l'intelligence artificielle, et on a commencé la journée avec ça par l'intervention de Jérémy Lamry. Et le second sujet, celui sur lequel je vais m'attarder, c'est ce que je vous propose d'appeler, dans le temps de cette présentation, la sociétalisation de l'entreprise. Et donc on va terminer la journée avec ce mot de sociétalisation que je vous propose, ce mot qui n'est pas de moi, qui a été inventé par un sociologue américain qui s'appelle Jeffrey Alexander. Et ce terme a été introduit dans le débat public en France par un chercheur que certains d'entre vous doivent connaître, qui est Pierre-Yves Gomez, et qui est celui qui a le premier parlé de sociétalisation de l'entreprise, pour qualifier le fait que, dans le monde actuel, l'entreprise devenait de plus en plus le réceptacle d'attentes en matière sociale et environnementale, que de manière générale, l'entreprise devenait de plus en plus poreuse à la société et à la nature, et que les entreprises étaient obligées, plus qu'avant, de penser et de formaliser leurs interactions avec la société et avec l'environnement. Alors pour clarifier ce que j'entends par sociétalisation, plutôt que de me perdre dans des définitions, je vais vous proposer d'évoquer quelques démarches qui sont, de mon point de vue, emblématiques de ce mouvement de sociétalisation. La première démarche, on en a parlé tout à l'heure à la table ronde de fin de matinée, c'est ce qu'on appelle les certifications type B Corp. Donc c'est des labels avec des cahiers des charges qui sont particulièrement exigeants en matière de respect d'un certain nombre de normes sociales, environnementales, éthiques, de transparence, de gouvernance, etc. dans la manière de réaliser l'activité. Il y a un autre modèle qu'on a évoqué plus explicitement encore ce matin, qui est le modèle des entreprises à mission. Donc il y a un modèle qui existe depuis 2019 en France, qui est un modèle spécifiquement français, qui a été institué par la loi Pacte, qu'on connaît dans le Nord parce qu'on a un certain nombre d'entreprises emblématiques qui ont rejoint ce mouvement des entreprises à mission, parmi les plus gros employeurs de la région, donc qui a adopté ce qu'on appelle la qualité. Et de manière générale, on peut dire que ces démarches, B Corp, société à mission, ça représente l'avant-garde d'un mouvement plus général. Un mouvement qu'on voit par exemple dans le fait qu'on a vu apparaître des termes comme entreprise à impact, entreprise engagée, entreprise citoyenne. On a vu une multiplication de termes qui tournent un peu toujours autour de la même idée. On a vu beaucoup d'entreprises se lancer dans l'écriture de leur raison d'être. On a vu la plupart des entreprises adopter des processus de reporting extra-financier, reporting social, reporting environnemental. On parle de performance globale de plus en plus. Et de toute façon, on sait qu'avec la directive CSRD, de toute façon, bientôt, tout le monde sera obligé de rejoindre, d'une manière ou d'une autre, ce mouvement de sociétalisation. On ne pourra pas rester en dehors de ça. Et malgré la diversité, la grande variété de ces initiatives, parfois les différences majeures de philosophie qui existent entre elles, notamment entre B Corp et entreprise à mission, on insiste assez au sein de la communauté pour dire que c'est pas du tout la même logique. Il n'y a pas de standard dans le cadre de la société à mission, alors qu'il y en a un dans le cadre de B Corp. Malgré ces différences, certains estiment aujourd'hui que cette avant-garde d'entreprise, c'est suffisamment significatif ce qui se passe pour que on pense qu'on est en train d'assister à l'émergence d'un quatrième secteur. Alors pourquoi quatrième secteur? Parce qu'on avait l'habitude jusqu'ici de distinguer trois secteurs d'activité, le secteur privé, à but lucratif, le secteur public et puis ce qu'on appelait le tiers secteur. Le tiers secteur, ce qu'on désigne communément comme économie sociale et solidaire. Eh bien, à travers cette expression de quatrième secteur, on désigne l'émergence de tout un nouveau continent d'entreprises qui, tout en conservant
le fait d'être soumise à un objectif de lucrativité, eh bien, se donner des objectifs autres que des objectifs de lucrativité, des objectifs explicites de contribution au bien commun, notamment au bien commun social et environnemental. Dans le monde anglo-saxon, il y a un terme qui a été popularisé, notamment dans la recherche, qui est de dire, on parle d'entreprises qui sont profit with purpose, donc profit avec d'autres objectifs, pour mieux souligner cette juxtaposition d'objectifs de lucrativité avec des objectifs autres, des objectifs extra-financiers. Et à terme, ce quatrième secteur aurait vocation en fait à englober, à absorber le secteur privé lui-même, puisque toutes les entreprises auraient vocation à rejoindre ce mouvement de sociétalisation qui aboutirait in fine à transformer la nature même de l'entreprise. Car il faut bien comprendre que ce qui se joue à travers ces différentes initiatives, c'est ce qui est en jeu, c'est la représentation de l'entreprise elle-même, représentation de sa nature, représentation de son rôle dans la société, de ses finalités. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à un moment où on est obligé de repenser la nature et les finalités de l'entreprise? Eh bien, c'est parce que il est arrivé à un moment où on a considéré qu'on ne pouvait plus continuer plus longtemps à se représenter l'entreprise comme un acteur strictement privé, qui poursuit son intérêt propre, avec éventuellement le vague souci de gérer ce qu'on appelle en économie ses externalités négatives, c'est-à-dire l'impact sur l'environnement immédiat de l'entreprise qui, il faut bien le dire, a été longtemps la vision dominante en matière de responsabilité sociale. Alors pourquoi ? Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, l'humanité est placée face à des défis qui sont d'une telle ampleur, dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, explosion des inégalités sociales, question de gouvernance, de transparence, protection de la vie privée, santé publique, enfin voilà, je pourrais multiplier ce qu'on appelle les grands défis auxquels on est confronté. On considère que face à l'ampleur et à la multiplicité de ces défis, on ne peut plus continuer à considérer que les questions d'intérêt général, d'intérêt collectif relèveraient de la responsabilité des seuls gouvernements. Ouais. Encore faut-il déjà avoir un gouvernement, et on a vu que ça mettait du temps à arriver, donc ça peut encore plus renforcer l'impression que on ne peut pas compter simplement sur les États pour traiter les problèmes d'intérêt collectif, et que donc il faut mettre à contribution les entreprises pour des objets de bien commun. Alors pourquoi les entreprises en particulier? Pourquoi les entreprises plus que d'autres acteurs? Eh bien parce que aujourd'hui, ce que je vais dire rejoint des présentations qui ont eu lieu plus tôt dans la journée. Aujourd'hui, on a parfaitement pris conscience du fait que les entreprises, par leur activité, ont des effets qui sont profondément structurants, transformateurs, dans certains cas déstabilisateurs, sur la société, sur les écosystèmes naturels, sur le comportement humain. On vient d'avoir un exposé sur le corps et les interactions entre le corps et les activités des organisations. Alors, je vais dire une banalité, mais pensez simplement à dans quelle mesure l'irruption des smartphones dans nos vies a transformé notre rapport aux autres, notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, notre vie quotidienne au sens large. Et si on prend conscience de ça, sachant que le smartphone c'est bien un produit commercialisé par une entreprise à but parfaitement lucratif, eh bien si on prend conscience de ça, eh bien, on comprend le fait qu'aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus être considérée comme vivant à côté de la société, mais il faut bien prendre acte du fait que l'entreprise est placée au cœur de la société, voire, pour le meilleur ou pour le pire, que l'entreprise est un lieu dans lequel se fabrique de la société aujourd'hui. C'est pour ça que dans le monde contemporain, des distinctions comme ce qui relèverait de l'économique et ce qui relèverait du social, par exemple, ont de moins en moins de sens, étant donné les évolutions que je viens d'évoquer. Alors il y a une autre raison pour laquelle il faut mettre les entreprises à contribution, c'est que on sait aussi que les entreprises sont des collectifs qui sont particulièrement, qui peuvent être particulièrement innovants, qui ont une capacité d'action, de déploiement, de mobilisation parfois rapide et extrêmement puissant, extrêmement mobilisateur. Les plus grandes entreprises ont des moyens financiers considérables, et donc ça serait quelque part un énorme gâchis que de considérer que les entreprises ne pourraient pas, par leur activité, contribuer à des objets de bien commun. Donc finalement, tout ça nous amènerait à l'idée que l'heure serait venue de fermer la parenthèse de ce qu'on a appelé la financiarisation de l'entreprise, un mouvement qui a commencé dans les années 70-80, qui a consisté à, d'une certaine manière, détourner toute l'activité des entreprises au profit de l'intérêt exclusif des propriétaires des actions. Et l'enjeu aujourd'hui est de replacer l'entreprise au cœur de la société, d'en prendre acte et de réencastrer, dirait-on, l'activité des entreprises dans la société, de réorienter ses finalités au service du bien commun. Et c'est donc bien ça que signifie l'expression de sociétalisation.
Alors, on pourrait rétorquer, à juste titre, que c'est un mouvement qui a des racines très anciennes. Dans le Nord, on a connu le paternalisme dès le 19e siècle, et quelque part, il y avait des choses qui ont en commun avec cette sociétalisation. La RSE, ça date des années 50, donc c'est tout ça a des échos assez lointains, mais c'est indéniable qu'on a connu dans la dernière décennie une accélération très puissante de ce mouvement. Alors ça a sans doute commencé avec la crise de 2008, qui a été un moment de prise de conscience aiguë du fait qu'on était sans doute arrivé au bout d'un modèle, celui de l'entreprise financiarisée. Les années 2010, ça a été aussi le moment où la prise de conscience écologique, pour beaucoup, et si on peut dire passer à l'échelle. Et dernier point qui est sans doute le plus important et qui va nous ramener vers les débats qui sont ceux d'un espace comme le Human Day, c'est parce que cette période, la décennie, voilà, on va dire les 15 dernières années, ça coïncide avec un moment où on a pris conscience que, pareil, un certain modèle d'entreprise était arrivé au bout de ce qu'il pouvait proposer en termes d'attractivité, en termes de sens proposé aux collaborateurs, en termes d'épanouissement humain. On a parlé à certains moments d'anomie dans les entreprises, on a parlé de souffrance au travail, ressentie par les collaborateurs comme par les managers. Et c'est un constat qui, il faut bien le dire, quand il a été fait, a été profondément déstabilisant parce que, d'une certaine manière, ça nous ramenait à une époque qui paraissait très lointaine, à l'époque de Chaplin, l'époque des temps modernes, ce travail privé de sens, alors même que d'abord on pensait que on était entré dans une économie de service, dans une économie de la connaissance, qu'on était très loin du travail dans les usines dans les années 30, et surtout parce qu'on pensait que depuis plusieurs décennies, les entreprises avaient redoublé d'efforts pour sortir, pour tourner la page de ce travail taylorisé, subordonné, procédurier, émietté jusqu'à l'extrême, qu'on pensait être la racine des maux de tous les maux du travail. Et toutes les entreprises s'étaient engagées, c'est des choses dont on débat ici depuis le début, engagées dans des efforts pour essayer pour libérer l'initiative des collaborateurs, pour donner plus d'autonomie, de polyvalence, de rendre le collaborateur acteur de son parcours, etc. Et bien malgré tout ça, on avait l'impression d'être revenu à la case départ, et donc c'est à ce moment-là qu'on a compris que tout n'était pas une affaire simplement d'organisation et d'organisation du travail, mais qu'il y avait bien quelque chose qui était en jeu, qui était la finalité même de l'entreprise et de son activité. Et donc, il y a une idée qui a commencé à faire son chemin, qui était que tant qu'on restait dans le contexte de l'entreprise strictement financiarisée, on pouvait avoir une organisation aussi libérée, épanouissante que possible, et malgré tout, ça pouvait pas parvenir à combler le sentiment de vide qui peut gagner un collaborateur qui a l'impression que la finalité ultime de son travail, c'est simplement de participer à l'augmentation du patrimoine des actionnaires. Et donc, certains ont pensé, il y a une bonne dizaine d'années, que c'était en replaçant les finalités de l'entreprise et sa contribution au bien commun au centre de son projet stratégique, au centre même de son management, et bien qu'on pouvait gagner sur les deux tableaux. On peut aider, dans la mesure du possible, à sauver la planète, entre guillemets, et en même temps, ce faisant, on peut sauver le travail. Bon. Et c'est sur cette idée-là de complémentarité entre ces deux formes d'engagement que je vais essayer de conclure cette journée. Alors, comme je l'ai dit, ces transformations-là, cette sociétalisation, c'est un mouvement qui a des racines anciennes, mais qui est relativement récent. Donc il est encore très tôt pour savoir dans quelle mesure ces démarches vont produire effectivement des effets de réengagement, de réenchantement de l'expérience collaborateur, etc. Et de manière générale, c'est très tôt aussi pour savoir si ça sert à quelque chose pour sauver la planète ou si c'est des espoirs qui sont parfaitement utopiques. Alors pour ce qui est du premier aspect, sauver la planète, je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus parce que c'est pas trop ce sur quoi je travaille moi en tant que chercheur. Et de manière générale, la question de savoir dans quelle mesure les entreprises instrumentaliseraient pas leur finalité sociale, environnementale à des fins commerciales pour faire du greenwashing entre guillemets. Bon, c'est des questions qui me paraissent assez métaphysiques et qui m'intéressent assez peu. Je me contenterai simplement de vous faire remarquer que à peine les premières sociétés à mission étaient créées que déjà le terme de mission washing avait été inventé, ce qui veut dire que pour beaucoup, voilà, on n'a pas vraiment laissé sa chance à ce type d'initiative, et surtout l'argument qu'il y avait derrière peut paraître un peu étrange, qui était l'idée que comme ce sont des dispositifs volontaires, c'est-à-dire c'est des démarches parfaitement volontaires, devenir société à mission, devenir bicorp, comme ça repose sur la possibilité donnée à l'entreprise de se doter de ses propres normes, eh bien cette démarche, ces dispositifs ne valaient rien, comme si seules les contraintes qui venaient de l'extérieur nous poussaient à agir. C'est quand même un postulat un peu bizarre, parce que ça reviendrait à dire, par exemple, que, pour faire une comparaison avec la vie privée, le fait de se marier,
c'est-à-dire de prendre un certain nombre d'engagements volontaires et d'auto-contraintes, eh bien, on considérerait que ça n'a aucun effet finalement sur nos comportements. Bon, c'est une hypothèse et je n'y reviens pas. Donc je ferme la parenthèse juste pour dire que malgré tout, il ne faut pas non plus jeter le discrédit sur ces accusations de greenwashing ou de mission washing, parce que quelque part c'est utile. C'est utile, ça permet aux entreprises de toujours renforcer la crédibilité de leur démarche et de se rendre, ça permet d'expliciter davantage les choses, comme ça a été dit à la table ronde ce matin. Donc je ferme la parenthèse pour m'intéresser au deuxième aspect, qui est est-ce qu'avec ça on peut effectivement sauver le travail? Alors il se trouve qu'avec un collègue de Nantes, Arnaud Stimec, dans le cadre d'un projet ANR, on travaille spécifiquement sur cette question, donc sur les effets internes du déploiement notamment des sociétés à mission. Et notre objectif, c'est de tester empiriquement, ce qui est aujourd'hui une hypothèse émise notamment par la communauté des entreprises à mission, et c'est écrit d'ailleurs sur leur site internet, que l'entreprise à mission permet de développer l'engagement des collaborateurs et la marque employeur en redonnant du sens à l'entreprise. Est-ce que c'est vrai? Alors pour l'instant, est-ce que ça suffit surtout? Pour l'instant, pour répondre de manière catégorique, on bute sur une difficulté qui est qu'à ce stade, on est obligé de constater qu'il y a une très grande variété des types d'entreprises, très grande variété des contextes, très grande variété des missions et très grande variété des manières de comprendre et d'implémenter le modèle. Donc forcément, c'est compliqué à ce stade de dire l'entreprise à mission, ça sert à ou ça ne sert pas à. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui vous disent des choses de ce type-là, on s'avance de mon point de vue un peu trop. Bon. Alors malgré tout, on est capable à ce stade de dégager un certain nombre de constats sur lesquels je vais terminer cet exposé. Alors la première observation, la plus évidente sans doute, c'est que sans doute il ne faut pas trop attendre de ce type de démarche. Notamment, il ne faut pas trop attendre que simplement par des mots, par du discours, par l'énonciation de finalité. Ça coûte pas cher, créer une finalité, bon, ça peut se faire en quelques heures, ça coûte rien. Et de croire qu'avec ça, avec des finalités aussi nobles soient-elles, on pourrait arriver à remédier à des situations parfois dysfonctionnelles, rendre des métiers pénibles moins pénibles. Bon. Il faudrait d'ailleurs pas tomber dans la situation inverse que celle que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire de penser que parce qu'on traite la question des finalités, on peut se dispenser de traiter la question des conditions concrètes d'organisation du travail, de relation au travail, de hiérarchie, etc. Donc il faudrait pas d'ailleurs, ce qui serait sans doute encore pire, penser que on peut utiliser la mission ou ce type de dispositif comme un prétexte pour augmenter encore ce qu'on va demander aux collaborateurs et les sacrifices qu'on peut exiger d'eux. Voilà. C'est pour ça que j'ai parfois un peu peur quand j'entends parler de levier, d'utiliser la mission comme un levier pour les collaborateurs. Bon. Parce que utiliser la mission comme un dispositif de mise sous pression, voire dans certains cas de justification d'excès, malheureusement c'est des choses qu'on connaît dans des secteurs comme l'associatif, l'économie sociale et solidaire. On sait que des motifs nobles peuvent parfois être un prétexte pour justifier par une noblesse des actions qu'on mène, des formes de souffrance qui peuvent être parfois plus virulentes que dans l'entreprise traditionnelle. Donc manager par le sens, on est d'accord, il faut le faire, mais en aucun cas on peut considérer que c'est quelque chose qui serait suffisant pour rendre le travail plus soutenable pour les collaborateurs. Alors le deuxième point, et si je peux me risquer à faire une préconisation, si on veut vraiment susciter de l'engagement par ce type de démarche, il faut éviter de disperser ses efforts. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à en faire trop, ou il ne faut pas chercher à en donner un peu à tout le monde. Ce qui est un peu le travers dans lequel, si on regarde les formulations de mission, les entreprises tombent parfois. C'est-à-dire, on veut un peu pour telle partie prenante, un peu pour la nature, un peu pour les collaborateurs, un peu pour les clients, un peu pour la société, voilà. Devenir société à mission, c'est pas se transformer en Père Noël. C'est pas distribuer des cadeaux comme ça à tout le monde. Donc, de notre point de vue, ce qu'on observe, c'est que si on veut susciter de l'engagement avec ça, il vaut mieux privilégier une mission claire, simple, connectée au cœur d'activité et au modèle économique de l'entreprise, plutôt que d'essayer de composer un espèce de patchwork d'engagement pour tout type de parties prenantes. Voilà. Et par exemple, on a remarqué que y a un effet un peu paradoxal, qui est que si on écrit dans les objectifs de mission que justement on veut assurer le bien-être des collaborateurs, en général c'est là que on constate le moins d'engagement. Donc en fait, à la limite, il vaut mieux pas dire dans la mission qu'on fait ça pour les collaborateurs ou qu'on se donne pour mission de développer ses collaborateurs. Le dernier point, qui est peut-être le plus important des trois, c'est qu'il ne faut jamais tomber dans le fait de concevoir la mission comme quelque chose qui existerait comme une activité en tant que telle, à part entière, à l'écart du reste
des activités de l'entreprise. Donc ça serait un peu retomber dans ce qu'étaient autrefois les œuvres philanthropiques des entreprises. C'était des choses qu'on rajoutait pour faire bien, pour faire moral, à côté de l'activité de l'entreprise, mais qui changeraient rien au cœur d'activité de l'entreprise. La mission, c'est l'inverse. La mission, ça doit toujours être quelque chose qui sert à transformer, dans le sens de la mission, toutes les activités de l'entreprise. Ça doit aussi être un repère, une boussole, qui doit servir quand on est confronté à des choix difficiles d'un point de vue stratégique, d'ailleurs comme d'un point de vue opérationnel. On peut dire que la mission, pour être efficace et pour être un levier efficace, doit s'infiltrer à tous les niveaux de l'organisation et dans tous les dispositifs. Et dans tous les dispositifs. Et donc, du point de vue organisationnel, il faudrait surtout pas séparer la mission du reste, comme on a pu dans le temps séparer par exemple la qualité du reste des activités de l'entreprise, qui a été, on le sait, une aberration et qui a conduit à une forme de bureaucratisation des fonctions qualité dans les entreprises. Donc, quelque part, l'entreprise à mission doit éviter de tomber dans le piège de la bureaucratie, et pour ça, ça va boucler avec plusieurs présentations qu'on a vues aujourd'hui. Ça doit rester un dispositif vivant, ça doit être couplé à des dispositifs de mise en discussion, des dispositifs d'appropriation, qui doivent permettre aux collaborateurs à la fois de dénoncer ce qu'ils comprennent de la mission, ce qu'ils voudraient que la mission soit. Et donc, il n'y a pas d'entreprise à mission qui serait effective dans le temps sans être couplée à un système qui permet de rendre l'entreprise plus ouverte dans son fonctionnement. Et sans ça, il y a fort à parier que les dispositifs de sociétalisation, au sens large, pas simplement l'entreprise à mission, ça pourrait, comme l'a dit Norbert Alter dans sa présentation tout à l'heure, finalement, la mission, si c'est ça, ça risque de devenir un machin de plus pour les entreprises qui serait, de mon point de vue, la pire manière de concrétiser cette initiative de société à mission et de donner forme à ces dispositifs de sociétalisation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Frédéric Garcia, maître de conférence à l'IAE.